France 24 a censuré une partie du discours du président Touadéra et c'est flagrant. Allez sur leur page officielle et lancez la vidéo à partir de 8 minutes 40 secondes. Faites cet exercice et vous verrez par vous-même le passage qu'ils ont censuré. Je parle de celui-ci. C'est l'Union européenne qui était chargée de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Les rebelles qui avaient occupé le pays avaient vraiment pillé nos armureries, nos poudrières. Il n'y avait rien. Donc, à l'issue de cette formation, il fallait des armes. Malheureusement, on n'avait pas d'armes. Nous avons fait une demande au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne, à l'époque, c'était Mme Mogherini à qui j'avais écrit. Elle m'a fait savoir que les traités de l'Union européenne ne permettaient pas de nous aider et avait demandé aux autres États. Personne n'a réagi. Finalement, c'est la Fédération de Russie qui a accepté de nous donner des armes et gratuitement. Nous avons fait appel à tout le monde, y compris à tous les États qui voudraient nous aider. Seul le Rwanda et la Fédération de Russie avaient répondu favorablement. Et j'allais oublier, même la France aussi, la France avait demandé de survol des avions de chasse pour faire peur aux rebelles. La France vit très mal le basculement de ses anciens soumis africains vers des partenaires comme la Russie ou la Chine. Pendant plus d'un demi-siècle, la France a exercé une influence quasi exclusive sur les affaires politiques, économiques et militaires de ses anciennes colonies. Les contrats miniers, les bases militaires permanentes, l'appui diplomatique à l'ONU et surtout une capacité d'ingérence directe via des opérations extérieures, des coopérants et des conseillers, tout ça c'était eux. Voir un pays de cette zone comme la RCA, le Mali, le Niger, le Burkina choisir la Russie, pour Paris c'est une humiliation diplomatique. Cela signifie que la France n'est plus la seule interlocutrice légitime et ça ne passe pas. Avec la France, nous avons eu droit à des discours moralisateurs, paternalistes et souvent dépourvus de sincérité. Chaque partenariat s'accompagnait de conditions, de critiques voilées et d'une volonté de diriger nos choix sous prétexte d'aide ou de coopération. À l'inverse, avec la Russie, il ne s'agit pas seulement de livrer des armes ou de former des soldats. Il s'agit d'un soutien sans humiliation, d'un partenariat fondé sur le respect de la souveraineté. Moscou n'impose pas de modèle politique, ne dicte pas de réforme interne et ne s'arroge pas le droit de juger nos dirigeants africains. Et c'est cette différence d'attitude qui, peu à peu, éloigne les Africains de l'Occident, car, au-delà des idéologies, les peuples africains recherchent avant tout des alliés qui écoutent, respectent et traitent d'égal à égal. Pas de tuteurs qui parlent d'aide tout en rappelant sans cesse leur super. Les États-Unis souhaitent établir une base militaire au Nigeria. C'est une information confirmée par l'ancien chef d'état-major de l'armée et ex-ministre nigérian de l'Intérieur. Selon lui, ce projet est mûri depuis plusieurs années par Washington et expliquerait en partie les récentes menaces de Donald Trump à l'encontre de son pays. Il soutient que les accusations de crimes portées contre le Nigeria ne seraient qu'une propagande orchestrée et planifiée par certains politiciens et religieux américains dans le but de justifier une future intervention militaire. C'est juste une manœuvre destinée à protéger les intérêts stratégiques et économiques des États-Unis, voire, selon lui, à dissimuler d'éventuels financements occultes des terreaux. Depuis 2013, les États-Unis ont injecté plus d'1 milliard de dollars dans la construction de leur base militaire au Niger. Faut pas l'oublier. Ces installations constituaient le cœur opérationnel d'Africom, servant à la surveillance par drone sur l'ensemble du Sahel et jusqu'au bassin du lac Tchad, englobant même le Nigeria. Malgré des investissements colossaux, la violence n'a jamais reculé et le Niger s'est finalement tourné vers d'autres partenaires. Comment expliquer que, malgré plus d'une décennie de présence militaire au Niger, les États-Unis n'aient jamais réussi à endiguer l'escalade de l'insécurité dans le Sahel et aujourd'hui voudraient le faire, ou du moins réussir cet exploit au Nigeria? Mais pour Washington, c'est une question de contrôle géostratégique. Le Sahel concentre des ressources critiques. Perdre le Sahel, c'est céder du terrain à la Russie et à la Chine. Je vous l'ai dit il y a quelques jours. Une base au Nigeria garantirait à Washington un accès direct au golfe de Guinée tout en renforçant le flanc sud de l'OTAN. Mais cependant, une question demeure. Si le modèle nigérien, coûteux et inefficace a échoué, pourquoi penser qu'il fonctionnerait au Nigeria? Mali. La désinformation autour du Mali a atteint un niveau sans précédent, jamais observé ailleurs en Afrique et presque comparable à celui qui vise actuellement la Russie dans son opération spéciale en Ukraine. C'est du jamais vu. Des centaines de comptes, parfois des faux comptes,
automatisés, relaient des informations truquées, montage vidéo ou fake news sur des supposées attaques, des accords secrets, une guerre imaginaire avec la Mauritanie ou des présences étrangères. Certains comptes sont pilotés depuis l'extérieur du pays, des trolls. Les puissances occidentales qui ont tout un intérêt stratégique au Sahel financent ou soutiennent des réseaux d'influence numérique pour défendre sa version du conflit. C'est incroyable. Comme le gouvernement malien contrôle fortement la communication nationale, ça pousse quelque part les opinions extérieures des propagandistes à se baser sur des sources souvent anonymes, biaisées ou militantes, amplifiant le brouillard informationnel. Comme la Russie, le Mali subit une guerre cognitive. On ne cherche plus seulement à influencer les faits, mais à façonner les perceptions. Le but n'est même plus d'informer. Le Mali est aujourd'hui l'un des pays africains le plus ciblé par la désinformation, la propagande, la haine et l'un des cas les plus extrêmes au monde après la Russie, car il concentre à la fois enjeux militaires, géopolitiques, symboliques et même identitaires. C'est quand même fou, hein?